Et si le plus grand braquage de l'histoire ne consistait pas à voler de l'argent, mais à en imprimer des milliards? La Casa de Papel nous plonge au cœur d'une mission audacieuse, orchestrée par un génie du crime surnommé le professeur. Avec une équipe de criminels triés sur le volet, il met en place un plan qui pourrait changer leur vie à jamais. Mais dans ce jeu de stratégie et de survie, chaque mouvement compte, et la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Le scénario commence par montrer une jeune femme déprimée parce qu'elle vient de perdre à jamais son petit ami bien-aimé. C'est une voleuse accomplie qui a souvent commis des vols avec son petit ami. Cependant, le dernier vol qu'ils ont commis s'est avéré être un échec qui a entraîné la mort de son petit ami. La femme est devenue une fugitive de la police, alors elle a prévu de s'enfuir dans un autre pays. Dans son désespoir, elle est approchée par un homme à lunettes surnommé le professeur. Le professeur lui propose alors de rejoindre un groupe où il prévoit de réaliser le plus grand braquage d'Espagne. N'ayant pas d'autre choix, elle a finalement décidé de rejoindre son groupe. Après cela, le professeur a réuni 8 autres personnes, dont la jeune femme, et les a emmenées dans un endroit où elles allaient s'entraîner et planifier le vol. Le professeur leur a demandé de suivre la formation déterminée pour que le vol qu'ils voulaient faire puisse se dérouler sans heurts et atteindre les résultats souhaités. Lors de la première rencontre, ils ont choisi le nom de la ville comme pseudonyme. Le premier membre est un homme surnommé Berlin, un voleur de bijoux qui a de l'expérience dans divers vols. Berlin est devenu le commandant en second du professeur, qui dirigerait directement le vol sur le terrain pendant que le professeur regardait à distance. Ensuite, un homme surnommé Moscou, un ancien mineur devenu criminel qui rejoint le groupe avec son fils, Denver. Les autres membres sont Rio, un homme qui est un hacker de génie. Ensuite, 2 hommes sont des soldats serbes vétérans surnommés Helsinki et Oslo, et une femme surnommée Nairobi, experte en contrefaçon et contrefaçon, chargée d'imprimer la monnaie et de superviser la fonte de l'or. Le dernier membre est la jeune femme qui a choisi Tokyo comme pseudonyme. Ils avaient tous été recrutés par le professeur, le cerveau du vol, et avaient tout planifié très soigneusement. Il n'a pas de casier judiciaire ni de données sur la population, il est donc souvent surnommé le fantôme. Pendant 5 mois, le professeur enseigne tous les détails importants sur leur vol à venir et insiste sur le fait qu'il est interdit de tuer qui que ce soit. Ils portaient des uniformes rouges, avec des masques qui couvraient complètement leur visage lors du vol. Les 8 hommes s'apprêtaient à commettre un braquage à la Monnaie Royale d'Espagne, où ils ont pris en otage 67 personnes, dont des employés de banque et des lycéens en voyage d'études. Les otages ont ensuite été invités à remettre leur téléphone portable aux voleurs. Une fille nommée Alison Parker sera une prisonnière clé du braquage et sera placée dans une pièce séparée des autres otages rassemblés dans le hall principal du bâtiment. Pendant ce temps, le professeur a chargé Rio et Tokyo de déjouer la police en faisant semblant de quitter le bâtiment et de rentrer, où ils semblent être piégés là-bas. Cependant, l'inattendu s'est produit car, lors de l'incident, Rio a été blessé par balle par la police, ce qui a ensuite déclenché la colère de Tokyo et a immédiatement lancé une contre-attaque féroce. Elle semblait tellement inquiète pour l'état de Rio jusqu'à ce qu'il soit révélé que Tokyo et Rio avaient secrètement une histoire d'amour. La relation entre deux a clairement immédiatement suscité l'opposition de Berlin et du professeur car ils étaient considérés comme interférents avec le plan de vol. D'autre part, une policière nommée Raquel Murillo est chargée de gérer l'affaire de vol. Elle rencontre ensuite un homme du nom de Luis Prieto, membre des services secrets espagnols qui supervise son travail sur l'affaire. Raquel est alors chargée de négocier avec les voleurs par téléphone, auquel le professeur répond directement. Cependant, les deux ne sont pas parvenus à un accord qui soit bénéfique pour les deux parties. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, Berlin a ordonné aux otages de porter les mêmes uniformes et masques rouges que ceux portés par les voleurs. Prieto ordonne aux forces spéciales de pénétrer dans le bâtiment et d'assommer les voleurs dans la soirée. Cependant, Raquel s'oppose au plan car il pourrait mettre en danger la sécurité des otages. Prieto lui a alors dit que l'une des prisonnières était Alison Parker, qui s'est avérée être la fille de l'ambassadeur britannique en Espagne. Il devait donner la priorité à la sécurité d'Alison car si quelque chose lui arrivait, cela déclencherait une querelle houleuse entre les deux superpuissances en Europe. D'autre part, le professeur avait anticipé cela, alors il a demandé à Alison de contacter la police et de leur dire que tous les prisonniers étaient habillés en voleurs. Prieto a immédiatement hésité car s'ils agissaient imprudemment, ils mettraient en danger la sécurité des otages. Il finit par se rendre et ordonna aux forces spéciales de battre en retraite. Après avoir contrecarré les plans de Prieto, les voleurs ont ordonné à tous les otages de se précipiter pour imprimer le plus d'argent possible. Pendant ce temps, Raquel décide d'aller dans un café près de l'immeuble pour calmer son esprit et appelle sa mère. Elle rencontre le professeur, qui lui prête volontiers son téléphone portable car son téléphone portable est à court d'énergie. Sans le moindre soupçon du professeur, Raquel a utilisé son téléphone portable pour appeler sa mère. Le lendemain,
Berlin prend en otage une femme nommée Monica pour lire une annonce à l'extérieur du bâtiment indiquant que tous les otages vont bien. Après cela, il l'a ramenée dans le bâtiment. D'autre part, Moscou a ordonné à certains hommes captifs de percer des trous. En revanche, les autres otages ont été autorisés à enregistrer des vidéos qui seraient ensuite montrées à leurs familles respectives. Tokyo semblait un peu jaloux que Ryo ait été chargé de veiller sur Allison. Surtout à cause de l'attitude bienveillante de Ryo envers elle. Alors que Tokyo se disputait avec son petit ami, Allison a secrètement réactivé son téléphone portable, afin que la police puisse suivre le signal et procéder à des écoutes téléphoniques. Ryo, qui s'en est immédiatement rendu compte, a attrapé son téléphone portable et l'a jeté par la fenêtre. Cependant, la police a apparemment réussi à identifier le visage de Ryo et a découvert plusieurs choses grâce aux enregistrements de la caméra du téléphone portable d'Allison. Raquel a alors passé un coup de fil et a pris contact avec le professeur, où elle a informé que la police avait identifié le visage d'un des braqueurs. En entendant cela, le professeur a alors demandé à Berlin de mener des recherches sur les otages et de s'assurer qu'ils ne détenaient pas de téléphone portable. Pendant ce temps, un prisonnier nommé Arturo dit à Monica qu'il a un autre téléphone portable dans la poche de sa veste accroché dans une autre pièce. Arturo est le directeur de la Monnaie Royale d'Espagne et Monica est sa secrétaire et sa maîtresse, qui porte son enfant hors mariage. Après cela, Monica supplie les voleurs d'être déplacés dans une autre pièce car elle a une crise de panique qui peut avoir de graves conséquences. D'autre part, Ryo semble avoir une conversation sérieuse avec Berlin concernant sa relation amoureuse. Il insiste sur le fait que Ryo n'interfère pas avec les questions de travail avec des questions personnelles, telles que sa relation amoureuse avec Tokyo. Peu de temps après, Raquel a retrouvé le professeur au café près du bâtiment. Parce que le professeur a tenté d'approcher Raquel et son attitude suspecte, elle l'a alors paralysé et l'a interrogé sur son véritable objectif. Elle a ensuite enquêté sur lui devant tout le monde, mais n'a rien trouvé de suspect. Le propriétaire du café apparaît et lui dit que le professeur est un client régulier du café et un gars sympa car ils se connaissent assez bien. Se sentant honteuse et coupable, Raquel s'est précipitée loin de là. De retour dans le bâtiment, Denver administre secrètement le médicament à Monica. Cependant, ses actions ont été découvertes par Berlin, alors il a ordonné à Monica de retourner dans la chambre de l'otage. Pendant ce temps, Tokyo, sachant que Ryo avait été battu par Helsinki, est devenu furieux et a tiré plusieurs caméras de vidéosurveillance en réponse. Elle contacte alors le professeur et menace de tuer quiconque oserait blesser son petit ami. Helsinki et les autres membres sont ennuyés que Tokyo interfère toujours dans les affaires professionnelles avec des affaires personnelles, ce qui est très risqué et peut mettre en danger le succès de leur mission de vol. Pendant ce temps, Denver, ordonné par Berlin de tuer Monica, semble si indécis qu'il décide de lui tirer une balle dans la jambe et cache la femme dans le coffre-fort. Ailleurs, la mère de Raquel semble très paniquée et confuse lorsqu'elle découvre que sa petite fille a disparu. Incapable d'appeler Raquel via son téléphone portable, elle a composé le dernier numéro d'appel utilisé par Raquel, qui s'est immédiatement connecté au professeur. Recevant un appel de la mère de Raquel, le professeur s'est précipité pour rencontrer Raquel au poste de police situé en face du bâtiment de la Monnaie Royale d'Espagne et lui a donné un téléphone portable. Parce que son arrivée n'était pas suspectée par la police, le professeur en a profité pour observer la performance de la police dans le traitement de l'affaire de vol. Pendant ce temps, Raquel avait l'air paniquée parce que sa mère avait rapporté que sa fille avait disparu. Tokyo et les autres semblent déçus que Berlin ait ordonné à Denver de tuer un otage, alors qu'il avait reçu l'ordre de ne tuer personne. Sachant que Denver avait tué quelqu'un, Moscou a immédiatement eu une crise cardiaque car il n'avait aucune idée que son fils deviendrait un meurtrier. Ailleurs, Raquel se sent enfin soulagée après avoir appris que sa fille va bien et qu'elle est avec son ex-mari. Cependant, elle lui a immédiatement demandé de rester à l'écart de leur fille car elle craignait que son ex-mari n'ait un impact négatif sur leur fille. Après cela, Raquel a rencontré le professeur au café et lui a rendu son téléphone portable tout en le remerciant et en s'excusant d'avoir eu des préjugés contre lui. Grâce à l'attention du professeur et à d'autres gestes aimables, Raquel est devenue plus ouverte pour discuter de ses problèmes avec lui. Peu de temps après, un homme nommé Angel s'est approché de Raquel et lui a demandé de retourner au poste de police à l'extérieur du bâtiment. Angel est inspecteur adjoint et commandant en second de Raquel. Pendant ce temps, Denver rencontre Monica dans l'immeuble et compte retirer la balle logée dans sa jambe. Cependant, Monica a refusé parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité du fœtus dans son ventre. D'autre part, Moscou, qui se réveille enfin après avoir subi une crise cardiaque, se sent très coupable d'avoir impliqué son fils et décide de se sacrifier en sortant du bâtiment et en affrontant la police, qui se prépare déjà à attaquer. Cependant, c'est Denver qui connaissait les intentions de son père. Il se précipite pour arrêter son père et lui dit qu'il n'a tué personne et n'a blessé que Monica. En entendant les aveux de son fils, Moscou était très soulagé. Il a ensuite demandé à Berlin la permission de prendre l'air à l'extérieur, où Denver et Moscou ont ensuite emmené plusieurs otages,
dont Arturo, sur le toit du bâtiment et leur ont tous fait porter des masques pour déjouer la police. Arturo, qui a entendu la conversation de Denver et Moscou à propos de Monica, était furieux et a pointé une arme sur eux, exigeant une explication. Denver et Moscou se sont alors agenouillés et ont dit au reste des otages de s'agenouiller pour qu'ils ne soient pas soupçonnés d'être une bande de voleurs. Pendant ce temps, Raquel, qui est au courant de l'incident, ordonne à ses hommes de tirer sur Arturo car il pense qu'il s'agit d'un groupe de voleurs. Denver et les autres ont ensuite conduit Arturo dans le bâtiment pour lui prodiguer les premiers soins. D'autre part, Raquel, qui s'est rendu compte que l'homme qui avait été abattu était le directeur de la Monnaie Royale d'Espagne, a contacté les voleurs et a demandé d'envoyer des médecins dans le bâtiment pour soigner Arturo. Le professeur a accepté. Dans la soirée, Angel et 2 hommes qui sont des ambulanciers entrent dans le bâtiment pour soigner Arturo. Cependant, à l'insu des voleurs, Raquel avait ordonné à plusieurs autres policiers de se faufiler dans le bâtiment par les bouches d'aération. Ailleurs, le professeur, qui surveille tout à travers des caméras de vidéosurveillance, se rend immédiatement compte qu'Angel est un policier et en informe Berlin, leur demandant d'être au courant. Après avoir implanté un insecte dans les lunettes d'Angel, les voleurs leur ont ordonné d'opérer immédiatement Arturo. À cette occasion, Denver a secrètement emporté du matériel médical et des anesthésiques nécessaires pour soigner Monica, qui a été grièvement blessée par des coups de feu. Non seulement cela, mais il prête attention à chaque étape prise par l'équipe médicale lors de l'opération afin qu'il puisse la pratiquer pour soigner Monica. Après cela, il est retourné dans la pièce sécurisée pour rencontrer son père, qui s'occupait de Monica, dont l'état était de plus en plus critique. Pendant ce temps, Nairobi, qui soupçonnait depuis longtemps les mouvements de Denver, le suivit secrètement dans la pièce sécurisée et découvrit que Monica était toujours en vie. Cependant, Nairobi ne le signale pas à Berlin et aux autres et décide d'aider Denver et Moscou à sauver Monica. D'autre part, Berlin reçoit un appel du professeur l'informant de mouvements suspects autour du bâtiment. Berlin a alors ordonné à Angel et aux autres de partir immédiatement et a ordonné aux braqueurs et à tous les otages de changer de masque pour savoir immédiatement s'il y avait un intrus parmi eux. Après être retourné au poste de police, Angel s'est précipitée pour en parler à Raquel. Alors elle a immédiatement retiré la police et annulé leur mission d'infiltrer le bâtiment. Le plan du professeur se déroule à nouveau parfaitement, surtout maintenant qu'il peut surveiller les mouvements de la police grâce à un dispositif d'écoute électronique implanté dans les lunettes d'Angel. En retournant dans le bâtiment, on voit Berlin entrer dans le bureau et sortir une boîte contenant plusieurs bouteilles de liquide médicinal et d'injection. Il a immédiatement caché la drogue lorsque Tokyo est soudainement entré dans la pièce. Elle lui demande alors d'admettre sa culpabilité au professeur pour avoir ordonné à Denver de tuer quelqu'un. Berlin n'avait pas d'autre choix et a immédiatement contacté le professeur, révélant tout. En entendant cela, le professeur parut très déçu car son commandant en second avait enfreint les règles. Le professeur ne peut absolument pas tolérer que les membres de son équipe qui ont violé ne tuent personne. De plus, la police l'a exhorté à fournir des preuves que tous les otages sont sains et saufs. Après avoir raccroché le téléphone et que Tokyo est sorti de la pièce, Berlin a ouvert la boîte de médicaments et a injecté le médicament liquide dans sa main. Ailleurs, la police a réussi à identifier une clé de voiture grâce à une caméra CCTV, qui était probablement le véhicule utilisé par les voleurs. Le professeur, qui était au courant, a immédiatement contacté Helsinki pour s'enquérir de la voiture qu'il avait laissée dans un dépotoir. Cependant, Helsinki a déclaré qu'il n'avait pas nettoyé les traces de ceux qui restaient dans la voiture. En entendant cela, le professeur a immédiatement préparé du matériel pour effacer leurs traces dans la voiture et s'y est précipité. Avant de partir, il reçoit un appel de Raquel lui demandant de libérer 8 otages mineurs. Elle lui a donné 1 heure pour réfléchir à l'offre. Cependant, le professeur a utilisé l'heure suivante pour se rendre au dépotoir et résoudre le problème. Pour faire court, le professeur est finalement arrivé au dépôt de voiture et s'y est faufilé pour trouver la voiture utilisée par Helsinki. Cependant, ses agissements ont été rapidement découverts par un homme qui y travaillait, qu'il a ensuite laissé partir après s'être contenté de lui faire des farces et de lui faire peur. Le professeur retourne ensuite dans sa cachette et informe les otages mineurs qu'ils doivent être libérés. Comme le nom d'Alison Parker ne figure pas sur la liste des otages à libérer, Prieto exhorte alors Raquel à faire tout ce qu'il faut pour convaincre les voleurs de libérer Alison. Le professeur propose alors d'échanger les 8 autres otages contre Alison Parker. De manière inattendue, Raquel et Prieto ont apparemment accepté cela. Grâce à une écoute indiscrète, le professeur découvre que Raquel et la police prévoient de se diriger vers une décharge de voitures d'occasion après avoir négocié, alors il se précipite là-bas en premier pour éliminer la piste. Cette fois, le professeur réussit à retrouver la voiture qu'il cherchait et nettoya immédiatement les empreintes digitales et les traces de celles-ci qui pouvaient être laissées de chaque côté de la voiture. Il a glissé un bouton dans le siège auto et s'est dépêché de s'en aller une fois terminé. Parce que Raquel et la police étaient arrivés.
Le professeur a été forcé de se cacher dans la voiture alors qu'il planifiait une évasion extrême en se faisant passer pour un clochard. Il a délibérément déchiré ses vêtements et taché son visage et son corps au-delà de toute reconnaissance. Un policier qui a intercepté son départ a été trompé en pensant qu'il était un clochard fou et l'a laissé partir de là. D'autre part, Raquel et Angèle trouvent l'équipement utilisé pour effacer les empreintes digitales mais n'y trouvent personne. Lorsque le professeur retourne enfin dans sa cachette, il divulgue aux médias un enregistrement de sa conversation avec Raquel, dans lequel elle accepte d'échanger 8 otages espagnols avec Alison Parker. Soudain, cela a déclenché la colère de tous les citoyens espagnols parce que leur gouvernement a préféré sauver Alison Parker, une citoyenne britannique, simplement parce qu'elle est la fille de l'ambassadeur britannique, plutôt que 8 citoyens espagnols mineurs. La scène passe alors à un flashback où le professeur et son équipe discutent d'une issue de secours. Le professeur ordonne à Moscou et aux autres de faire un trou qu'ils utiliseront pour déjouer la police en s'échappant par un tunnel construit il y a 5 ans. Ailleurs, Raquel trouve enfin le bouton que le professeur avait caché plus tôt et parvient à l'identifier comme l'un des boutons de manteau de Berlin. Le professeur a délibérément fait cela en guise de punition parce que Berlin avait enfreint les règles. La police a reçu des informations sur Berlin, qui s'est avéré être un voleur accompli qui était entré et sorti de prison à plusieurs reprises. Il est connu pour n'avoir ni famille ni parents. Selon le témoignage d'un prisonnier qui avait été dans la même cellule de prison, il est connu pour avoir une maladie, où son état mental peut changer radicalement si la maladie rechute. Raquel apprend que Berlin ne souffre pas seulement d'une maladie rare, mais mortelle car on prévoit qu'il n'aura qu'une espérance de vie de 2 ans. Raquel prévoit de diffuser des informations sur lui pour regagner la confiance des gens. Prieto a suggéré qu'il falsifie légèrement les informations sur Berlin en ajoutant à sa liste de crimes en tant que trafiquant d'êtres humains liés à la vente et à l'achat de mineurs. La police a ensuite fait venir un homme qui travaillait dans une décharge de voiture pour dessiner le visage du professeur qu'il avait vu. Sachant cela, le professeur a agi rapidement en menaçant de tuer sa famille s'il faisait un croquis de son visage et le signalait à la police. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, Nairobi, qui regardait les informations à la télévision, a été surpris par les informations sur Berlin. Elle n'avait aucune idée que Berlin avait commis des crimes impliquant des mineurs. Cependant, Berlin a nié toutes les accusations et a étranglé Nairobi parce que c'était irritant. Non seulement cela, il a ensuite confirmé qu'il n'avait jamais utilisé la voiture. Cependant, Berlin savait que la personne qui s'était mise dans ce pétrin était Denver, qui avait secrètement emprunté son costume pour une fête. Il invite Helsinki et les autres à chercher où se trouve Denver. Il rencontra finalement Denver, qui se trouvait devant les toilettes, et il sut immédiatement que Denver attendait quelqu'un. Berlin a alors ouvert les toilettes une à une et a trouvé où se trouvait Monica, qui était toujours en vie. Au même moment, Tokyo arrive et lui dit que le professeur veut lui parler au téléphone. Il dit alors au professeur que Monica est toujours en vie. Sachant cela, le professeur est devenu très soulagé et lui a demandé de réaliser le prochain plan. Berlin a ordonné à son équipe de faire des histoires en tirant violemment et en ordonnant aux otages de crier hystériquement. Raquel et la police qui ont entendu cela se sont alors précipités pour contacter le professeur et l'ont exhorté à fournir immédiatement des preuves montrant que tous les otages étaient bien vivants. Après cela, Raquel et Angèle ont discuté du médicament spécial de Berlin pour sa maladie. Sur la base des informations obtenues, Angèle a informé que quelques jours avant le vol, quelqu'un avait acheté le médicament spécial en grande quantité dans une pharmacie. Raquel lui a alors demandé de mener d'autres enquêtes concernant ces drogues. Raquel et quelques-uns de ses collègues vérifient alors la bande vidéo des otages envoyée par le professeur. Cependant, parce qu'elle ne se sent pas sûre et soupçonne que la vidéo a été fabriquée, elle demande alors qu'elle soit autorisée à entrer et à rencontrer les otages en personne et à s'assurer qu'ils vont tous bien. Le professeur a alors accepté. Raquel est finalement entrée dans le bâtiment et a été accueillie par Berlin, Tokyo et Rio. Après avoir été vérifiée, Raquel s'avère être porteuse d'un bug. Tokyo, qui a trouvé l'outil, l'a remis à Rio pour qu'il soit immédiatement détruit. Cependant, à l'insu de Tokyo et des autres, l'espion amené par Raquel s'est avéré être capable de stocker un message pour Rio qui avait été prévu afin qu'il puisse découvrir le message. Après cela, Raquel est accueillie par les otages un par un, où elle confirme leur identité et leur situation respective. Elle parle ensuite à Tokyo et à Rio de la maladie mortelle de Berlin, espérant une rupture entre eux. Berlin n'a rien dit quand Raquel leur a révélé son secret. Après que Raquel rencontre Alison Parker et s'assure que tous les otages sont en sécurité, elle est forcée de quitter le bâtiment. Au même moment, le professeur rencontre Angèle au café. Dans un premier temps, le professeur avait l'intention de déterrer des informations liées à l'enquête menée par la police. Cependant, Angèle a plutôt demandé l'identité et l'adresse de la résidence du professeur. Le professeur se fait passer pour un homme d'affaires de vinaigre de cidre de pomme qui vit à proximité de l'endroit pour éviter les soupçons. De façon inattendue,
Angèle s'est alors rendue chez le professeur pour confirmer son identité. Le professeur semble avoir anticipé cela et tout préparé. Cependant, Angèle prend secrètement la cuillère du professeur et la remet à l'équipe médico-légale pour confirmer son implication dans l'affaire de vol gérée par Raquel. Auparavant, Angèle a eu le temps de remettre les empreintes digitales attachées à la voiture de police utilisée par le professeur lorsqu'il a menacé un homme d'une décharge de voiture d'occasion. Si les empreintes digitales du professeur sur la cuillère et la voiture de police correspondent à 100%, il peut être établi qu'il a été impliqué dans le vol. En fait, Angèle le soupçonnait depuis longtemps, qui est soudainement apparu dans la vie de Raquel lorsqu'elle s'est occupée d'une affaire de vol à la Monnaie Royale d'Espagne. Ailleurs, Rio a été vu dans les toilettes et a ouvert un message de Raquel, qui contenait un enregistrement vidéo de ses parents lui demandant de se rendre immédiatement à la police. Raquel a promis qu'il obtiendrait une réduction de peine s'il décidait de se rendre et de coopérer avec la police. Pendant ce temps, Angèle se précipita à la pharmacie pour continuer l'enquête. Quand il est arrivé, il a été surpris que les employés de la pharmacie aient été cambriolés et que toutes les données aient été emportées. Le professeur s'avère avoir une longueur d'avance sur la police, alors Angèle soupçonne qu'il y a un espion du côté de la police.